Il y a des situations extraordinaires où vraiment le changement de logement est nécessaire à cause de la santé de la personne ou à cause de toutes sortes de situations autour de cette personne-là. Des questions de santé. Pourtant, le médecin de Mme Barbe a fait parvenir à l'Office municipal d'habitation une lettre très explicite sur le cas de sa patiente. Je crois qu'il est impératif que Mme Jeannette Barbe soit transférée dans un autre HLM, et ce, dès maintenant. Qu'est-ce que vous considérez comme un cas extraordinaire si Mme Barbe ne correspond pas à un cas extraordinaire? Et avec les éléments qu'on avait dans le dossier, ça ne répondait pas à ce que nous, on considère comme un cas extraordinaire. Qu'est-ce que ça prend, un cas extraordinaire? Bien, ça prend que la personne soit... Parce que là, on parle de... J'ai les copies, là, de voyage en ambulance, là. J'ai tout ça. Regardez, qu'est-ce que ça prend pour être considéré comme un cas extraordinaire, Mme Hébert? Je pense que c'est et de l'aide pour me trouver un logement que je peux suivre le restant que nous laisse la vie dans la paix, la sérénité et l'amour. Pour améliorer la situation de Mme Barbe, ce qu'il fallait qu'on fasse, c'est qu'on agisse sur la situation dans l'immeuble. Je sais plus à quel sein me mouiller, mais vous qui de quoi. Donc, on se croise les doigts que la situation va être réglée pour la prochaine fois, parce qu'il ne faudra pas le retrouver morte là, hein? Il ne faudrait pas retrouver Mme Barbe morte, il ne faudrait pas retrouver un autre locataire mort non plus. C'est sûr que la situation n'est pas drôle pour Mme Barbe, mais la situation est telle que maintenant, tous les locataires qui vivent ici vivent maintenant dans la peur. On dit toujours le feu ici, coudonc? Ici? Ouais. Là, on a eu dimanche, c'était minuit passé, puis là, il n'y a pas de mot de journée ici, je sais pas de tout le monde qui a ici. On vit dans la peur, dans la crainte. Il y a des personnes âgées, puis c'est pas comique, c'est plus drôle du tout. Imaginez, en plus des feux, il y a d'autres problèmes majeurs. Les policiers sont appelés régulièrement au 2485 de Maisonneuve-Est. Bien, toutes les cartes de toutes les événements, toutes les plaintes qu'il y a, là. Puis... Majoritairement des voies de fait, menaces de mort, harcèlement et intimidation. Quand je viens dans le garage, je me promène entre les bras avec une bouteille de Raid. De Raid? Oui, madame. Au cas où? Au cas. Drôle de situation quand on lit le règlement de l'immeuble. C'est le règlement de l'immeuble vise à assurer la tranquillité et la sécurité des lieux loués. La police a arrêté un suspect dans cette affaire. Stéphane Gagnon, 31 ans, un locataire de l'immeuble bien connu des policiers. 6 chefs d'accusation ont été déposés. Gagnon demeure détenu en attendant son procès pour bris d'engagement. Mais un questionnement demeure. Qui allume les feux? Car pour l'instant, il est impossible de relier Stéphane Gagnon aux nombreux incendies. Depuis quelques semaines, les locataires font des moyens de pression pour que l'Office municipal d'habitation rende les lieux plus sécuritaires. Vous avez une pétition? L'avez-vous, la pétition? La pétition, il y a... Je ne me trompe pas, il y a 63 noms sur 70 logements. Je pense que la majorité est là. Il faudrait peut-être qu'ils s'en occupent. Tant et aussi longtemps que la police n'arrêtera pas l'individu qui fait ça, est-ce que vous avez l'intention de mettre un gardien surveillant là en permanence? C'est que dans le moment, on étudie plusieurs mesures qui pourraient augmenter la sécurité du monde. Ayant beaucoup de débuts d'incendie, on s'attend à ce qu'un jour, peut-être que le foyer va changer d'endroit. Ça serait peut-être plus grave que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. En attendant que le problème soit définitivement réglé dans cet édifice, Jeannette Barbe souhaite que l'Office municipal d'habitation respecte ses propres principes contenus dans leur charte des valeurs et qu'il la traite avec affabilité et surtout avec empathie. Pour quelqu'un rêve, ça bouge. Et vous, ça bouge. C'est pas 1 million, ça demande. Ça demande un endroit calme et paisible. Les gauchos profitent de cette pause bien méritée pour discuter de leurs compagnons à 4 pattes. Chacun d'entre eux a ses propres chiens. Ce ne sont pas des chiens de pure race, mais ils s'en moquent. L'instinct de gardien de troupeau est beaucoup plus important pour eux que le pédigré ou l'apparence, et il est transmis à tous ces chiens de génération en génération. Tous sont le produit du croisement des différentes races de chiens qui, depuis plus de 200 ans, ont été apportés du monde entier par les immigrés.
ce que Carlos possède, de son matelas à sa tasse à mater, il le transporte avec lui sur son cheval. Les gauchos ont horreur d'avoir des attaches, et rares sont ceux qui mènent une vie de famille bien rangée. En raison de cette vie nomade, la plupart de leurs chiens sont des mâles. Il serait trop compliqué de voyager avec une chienne et ses petits. Une fois tondus, les moutons doivent encore subir une opération guère agréable, un bain désinfectant pour éviter les maladies de peau. Les chiens suivent ce spectacle avec beaucoup d'intérêt. Rien ne sert de se débattre. Même le plus têtu n'a aucune chance de se dérober à l'indispensable bain. Nous quittons Los Corrales pour reprendre la route vers la cordillère des Andes. Les conditions climatiques de la Patagonie ont engendré un monde animal bien particulier. Le tatou est l'un de ses représentants, un animal amusant à regarder mais incroyablement rapide. Il donne beaucoup de fil à retordre à notre caméraman. Ici, dans les montagnes, on rencontre surtout des guanacos. Dans d'autres parties de l'Amérique du Sud, les Indiens en ont fait un animal domestique, le lama. Mais ici, en Patagonie, personne ne s'intéresse aux guanacos, et ils restent donc à l'état sauvage. La Patagonie n'offre pas une vie facile à ses habitants. La terre est aride, les hivers sont rudes. Et en 1991, ils ont subi une importante éruption volcanique. Qui plus est, il y a fréquemment des feux de steppe. Le vent qui souffle très fort dans la région vient toujours des montagnes et propage le feu sur d'immenses surfaces et ne cesse de l'attiser. La Patagonie reste malgré tout un mot magique qui fait battre le cœur des aventuriers. Nombre d'alpinistes rêvent de gravir les sommets andins du Cerro Torre et du Fitzroy. Il est rare que ces deux montagnes de plus de 3000 mètres d'altitude soient si dégagées. Notre prochaine étape, l'Estancia Los Hermanos, se trouve au pied de ces montagnes. Comme il fallait s'y attendre, ici aussi, il y a des moutons. Les agneaux ont actuellement près de 4 mois. C'est le moment pour eux de vivre une expérience fort déplaisante. José, le gaucho, commence par marquer les femelles sous l'œil attentif de Piloto, son jeune chien.
La queue des agneaux est entourée d'un élastique très serré et dans 2 semaines environ, elle va tomber. Cette opération est une mesure d'hygiène qui évite aussi que la laine de l'arrière-train soit trop salie. Les gauchos marquent également les oreilles des mâles et des femelles qui seront ensuite séparées. L'emploi de l'élastique est aujourd'hui interdit dans certains pays d'Europe. Mais aujourd'hui comme hier, on continue aussi dans nos contrées de couper la queue des moutons. Piloto n'a que 7 mois. Juste pour s'amuser, il commence à se mesurer aux moutons. Mais pour le moment, ce sont plutôt les agneaux qui baladent le jeune chien. Piloto ne peut naturellement pas accepter cela. Il bâille d'embarras. Pour les spécialistes du comportement, c'est une façon d'écarter un problème. Il essaie maintenant de les inviter à jouer. Piloto remarque bien vite qu'il inspire tout de même un certain respect aux agneaux, mais il est lui-même très jeune encore. Le jeune chien prend rapidement confiance en lui et ne tarde pas à beaucoup s'amuser à pousser le troupeau comme bon lui semble. C'est toujours ainsi que cela se passe, car les gauchos ne dressent pas leurs chiens. Ils s'en remettent totalement à leur instinct inné de gardien de troupeau. Le temps change vite en Patagonie, et le Fitzroy a de nouveau disparu dans les nuages. Il pourrait bientôt pleuvoir. Malgré cela, Piloto a du travail à faire. José vient aussi chercher ses autres chiens, car il a besoin de tout le monde. José travaille à longueur d'année dans la ferme de Los Hermanos et il fait aussi partie des rares gauchos qui peuvent avoir une chienne. Elle est la seule à devoir rester à la maison, car ses petits ont encore besoin d'elle. José est très fier de ses chiots. Il les quitte avec de tendres caresses. À proximité des Andes, les terres sont plus fertiles. C'est pourquoi à Los Hermanos, on élève aussi des bœufs. Avec un cheval de bât et ses chiens, José prend la route pour aller voir le troupeau. Lorsqu'il garde les bœufs, il reste souvent seul des mois entiers dans la nature sauvage des Andes de Patagonie. Seul, avec ses chiens dont il préfère la compagnie à celle de la plupart des hommes. Même s'il leur arrive de traîner en chemin. José aime être dans la montagne. En été, cette modeste cabane devient sa maison. Ses chiens sont sa famille. Il s'occupe d'eux avec beaucoup de soin. Si on néglige un chien, nous explique-t-il, il se met à vagabonder et à chasser les animaux sauvages. Il n'est alors plus d'aucune utilité pour garder les troupeaux, et il les abandonnerait même pour courir derrière un lapin. José a une affection particulière pour Piloto. Aujourd'hui est un grand jour,
et José est curieux de voir comment le jeune chien va s'occuper les veaux au fer rouge. Miguel est venu avec ses chiens lui aussi. Pour rassembler le troupeau, il faut beaucoup de chiens. Pendant que Miguel s'occupe de son cheval, José prépare la boisson de bienvenue. Les feuilles de yerba donnent une sorte de thé relevé et légèrement stimulant, le maté, la boisson favorite des gauchos. Rien ne va sans une tasse de maté. Les deux hommes en profitent pour parler du travail qui les attend. Les bovins de Patagonie ne sont pas de dociles animaux élevés dans des étables, mais d'énormes montagnes de viande qui passent toute leur vie dans la nature. Ces bœufs demandent beaucoup plus de travail aux chiens que les moutons. Ce n'est pas une masse à faire de mettre ces énormes paquets de muscles sur le bon chemin. Les chiens ne peuvent se permettre une seule minute d'inattention, car il n'est pas rare que les bœufs s'attaquent à eux. Leur seul salut est alors souvent de faire un habile bond sur le côté. En suivant l'exemple des autres, Piloto s'en sort très bien lui aussi. Avant de pouvoir marquer au fer rouge les jeunes veaux rétifs, les gauchos doivent les attraper et les plaquer au sol. L'opération est éreintante, mais les gauchos aiment leur travail, tout comme les chiens. Bientôt, José va se retrouver de nouveau seul dans sa cabane, seul avec ses chiens en plein cœur de la nature sauvage des Andes. Mais il ne ressent aucun sentiment de solitude, nous assure-t-il. À notre tour, nous quittons aussi José pour aller voir ce qui est probablement l'une des plus grandes merveilles de la nature de Patagonie. Le glacier de Perito Moreno. Implacablement, il glisse des hauteurs de Patagonie et à la vitesse considérable pour un glacier d'1 mètre par jour,
il s'effondre dans le lago Argentino. Sous la poussée de la masse de glace, c'est ici que l'énorme banquise s'effondre. Morceau par morceau, elle tombe dans le lac dans un fracas assourdissant. Le glacier est une grande attraction touristique. C'est pourquoi Claudio a quitté Buenos Aires pour s'installer dans les Andes et ouvrir un hôtel près du glacier. Il a amené avec lui Aleph, son chien. Habitué à la chaleur tropicale de la capitale, Aleph prend grand plaisir à se baigner entre les morceaux de glace. Nous ne voulons pas non plus manquer ce spectacle unique. À bord d'un petit bateau de location, nous découvrons un paysage majestueux en passant près de morceaux de glace qui appartenaient autrefois à la paroi du glacier. Il faut être sur le lac pour vraiment se rendre compte de l'immensité du glacier. Cette falaise déchiquetée s'élève à plus de 60 mètres au-dessus de la surface. Non loin de là, nous faisons la connaissance de Leslie. Si les touristes sont surtout venus voir le glacier, Leslie leur présente aussi la vie des estancias de Patagonie. Ses chiens, Chipa, Shella et Malambo, accompagnent toutes les visites. Él está muy enamorado de ella, pero en realidad no va así la cosa, ¿no? Es más por acá. La tonte est l'une des principales attractions de la visite et elle fascine toujours autant Chipa. Mais Chipa et Shella nous intéressent beaucoup plus. Ce sont deux véritables kelpies. Non seulement les chiens de pure race sont rares en Patagonie, mais en plus les kelpies sont originaires d'Australie. Malambo, lui, est un labrador. Garder les moutons n'est pas de son ressort. Mais il aime se montrer en public et s'occupe de la partie divertissement. Bien qu'ils soient tout aussi joueurs, Shella et Chipa ont un rôle beaucoup plus sérieux. Ils sont là pour montrer toute l'importance des chiens dans le travail des bergers. Shella et Chipa appliquent en fait la technique de chasse d'une meute de loups. Chez les loups aussi, les animaux de rang inférieur encerclent leurs proies pour les conduire vers le chef de la meute, un rôle joué en l'occurrence par Leslie. Et pour finir, ils tuent les proies, mais cette étape ne fait pas partie du travail. Les chiens de berger y ont été dressés depuis des générations. Les kelpies sont réputés pour leur grande concentration et la douceur avec laquelle ils s'occupent des moutons. Dans le monde entier, les éleveurs font de plus en plus appel à eux. Shella et Chipa sont-ils les précurseurs d'une ère moderne en Patagonie? Nous avons décidé de suivre la trace des kelpies. Pour mener à bien notre projet, il n'y a qu'une seule adresse en Patagonie, l'Estancia Monte Dinero, sur les bords du Cabo Virgenes. Sur notre route vers le sud, nous rencontrons Elias.
Les touristes et les nouvelles races de chiens lui sont totalement inconnus. Lui travaille selon les méthodes traditionnelles des gauchos. Depuis 11 ans, il est employé dans une estancia qui se trouve sur notre chemin. Il part avec ses chiens pour amener un troupeau de chevaux. Les chevaux font partie de la vie des gauchos, tout comme leurs chiens. Du plus loin qu'ils s'en souviennent, Elias a toujours travaillé avec des chevaux. Ici, en Patagonie, ils vivent à l'état sauvage dans la steppe jusqu'à ce qu'on ait besoin d'eux. Encore une fois, les chiens suivent avec bonheur leur instinct de berger. Mais en l'occurrence, ils se contentent surtout de galoper avec les chevaux, car ceux-ci n'ont guère besoin d'être poussés. Elias ne peut freiner l'ardeur de ses chiens, mais il n'en a nullement l'intention, car c'est l'occasion pour les chiens de faire la preuve de leur courage et de leur adresse. La moindre inattention peut être fatale. Une sélection naturelle qui, de génération en génération, a fait du chien des gauchos un partenaire téméraire et robuste de l'homme. L'hospitalité est sacrée en Patagonie et Elias nous a invités à un repas typique, un asado, où l'on ne mange que de la viande grillée. Le chef est déjà à l'œuvre. En notre honneur, il a choisi un agneau particulièrement tendre qu'il va laisser rôtir plusieurs heures devant le feu. Pendant ce temps, les autres gauchos se préparent pour un grand moment, une doma. Savoir dresser un cheval compte parmi les grands talents des gauchos. Ce n'est pas seulement un travail indispensable, mais aussi une tradition et un rituel macho. Un gaucho n'est pas vraiment un homme tant qu'il n'a pas dressé au moins un cheval. C'est pourquoi l'épreuve a des côtés un peu spectaculaires, avec la participation active des chiens. Nous préférons quant à nous en rester au rituel culinaire.
La bouteille de vin que nous apportons pour le repas est un élément incontournable de tout asado. Un gaucho peut manquer de tout sauf de viande. La viande et le pain sont les deux seules choses dont il a besoin pour se nourrir. L'asado est le sommet de cette culture de la viande, et de ce fait, un élément essentiel du style de vie patagonien que l'on partage volontiers avec des invités. Mais nous sommes à la recherche de la Patagonie moderne. Une jeune femme, une moto et les kelpies d'Australie. Il n'y a pas de doute, Monte Dinero est la bonne adresse. Pour qu'elle apprenne de nouvelles techniques de travail, le père de Caroline l'a envoyée il y a quelques années faire un séjour dans la Mecque des éleveurs de moutons, l'Australie. Outre quelques idées nouvelles sur l'élevage, elle a surtout rapporté une chose essentielle dans l'estencia familiale, les kelpies. Sur de nombreux plans, Monte Dinero est une estencia moderne. En matière d'élevage, le père de Caroline ne laisse rien au hasard. Dès leur jeune âge, les agneaux sont examinés un par un. On vérifie que leurs dents soient bien implantées pour qu'ils puissent bien manger, que leurs cornes ne les gêneront pas, ni eux ni les tondeurs, que leur laine pousse régulièrement et qu'elle soit de bonne qualité. Même pour l'opération de la queue, le père de Caroline a introduit une nouvelle méthode. Au lieu d'utiliser un élastique, on emploie ici un cautère. L'agneau ne saigne pas et ne ressent qu'une brève douleur qu'il oublie rapidement. Le père de Caroline est fier de la nouvelle race de moutons qu'il élève. Grâce à elle, la laine de Patagonie pourrait avoir une nouvelle chance sur le marché international et c'est aussi pourquoi les agneaux sont rigoureusement sélectionnés. Dans la famille de Caroline, le progrès est une tradition. En Australie, elle a suivi une formation de dresseur de chiens. Les kelpies étant ses meilleurs éléments, elle n'a pas hésité à rapporter 3 jeunes chiens à la ferme familiale. Boss est l'un de ceux qui sont nés en Australie.